Bonjour, je suis Ariba Rehman. Bienvenue dans Smart Action, l'émission de ceux qui font bouger les lignes. Le principe est simple. Chaque mois, je reçois 3 personnalités emblématiques d'horizons différents afin d'échanger sur une problématique du monde entrepreneurial. Politique, entrepreneurs, scientifiques, professeurs, investisseurs, ils ne se connaissent pas et n'auraient jamais dû se rencontrer. Ensemble, ils vont échanger et voir comment travailler de concert et peut-être faire évoluer la société. Mais avant tout, commençons par le coup de gueule du mois. Il y a quelques semaines, j'ai été frappée par le classement 10 des influenceurs tech en France délivré par Tito PR. Nous avions 9 hommes et une seule femme. Alors qu'en France, rappelons quand même que plus de 50% des actifs sont détenus par les femmes, mais seulement 30% dans les métiers du numérique et 20% dans l'ingénierie en exercice. Comment expliquer qu'il soit si complexe de recruter des femmes dans le numérique, dans l'ingénierie, dans les métiers de la science, alors que les demandes d'emploi en débordent et proposent de belles perspectives de rémunération et de carrière? Et pourtant, la créativité, la rigueur, la curiosité, autant de soft skills détenus par des femmes ou par les étudiantes en sciences. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Femme entrepreneur, depuis 14 ans à la tête de Fred Bay, moi aussi j'ai fait face à de nombreux challenges, à une certaine misogynie dans mon écosystème. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, l'égalité, la place de la femme dans l'économie française, c'est devenu mon cheval de bataille. Alors, dans mon émission, j'ai donc choisi un sujet d'actualité qui me tient tant à cœur. Comment agir pour la parité femmes-hommes dans les métiers de la tech? Pour échanger sur ce sujet, je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Marie-Pierre Rixain, députée de la majorité présidentielle, Marie-Pierre Badré, présidente du centre Hubertine Auclair, et Francis Lelon, serial entrepreneur et CEO d'Allegria Group. Il est grand temps de passer de l'incantation à l'action. Alors go! Marie-Pierre Rixain, bonjour. Bonjour. Quoi de mieux que de recevoir la députée à l'origine de la loi qui porte votre nom, bravo, pour une représentation équilibrée femmes-hommes dans les postes de direction de grandes instances. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter pour celles ou ceux qui ne vous connaîtraient pas? Écoutez, je suis Marie-Pierre Rixain, je suis députée de l'Essonne, c'est mon 2e mandat et en effet, j'ai eu la joie de pouvoir porter un texte lors de la dernière mandature visant à accélérer l'égalité économique entre les femmes et les hommes et au sein de laquelle il y a en effet des dispositions concernant la place des femmes à des postes de responsabilité, mais également pour le financement des startups, par exemple. Et faire de la parité dans la tech, un atout remarquable, on en parle? Ah oui, on en parle plus que jamais parce que vous le savez, hein, d'ici 2030, 85% des emplois actuels n'existeront plus. Et donc il y a aujourd'hui le besoin de créer à la fois, de répondre à des besoins nouveaux et de créer également une offre nouvelle qui va se régénérer. Et évidemment, les femmes doivent être de la partie, à la fois aux manettes lorsqu'elles créent ces besoins et puis aussi, il faut que ces besoins répondent à ce que les femmes aspirent. Donc les femmes, plus que jamais, ont besoin d'être présentes dans le milieu de la tech. Et du coup, le gouvernement, comment se positionne-t-il par rapport à ce sujet? Alors, il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la formation et de la place des femmes dans les métiers de la tech et ce pourquoi elles doivent être formées. Et là, nous devons mettre un coup d'accélérateur et on verra notamment, je crois, parmi les autres interlocuteurs, des initiatives intéressantes. Et puis, il y a également la question du financement des entreprises portées par des femmes et notamment dans le milieu de la tech. On a tous entendu parler de l'initiative Sista qui montre à quel point les femmes ont des difficultés d'accès notamment au financement. Et donc dans le cadre de cette loi, nous avons par exemple instauré des quotas parmi les comités d'investissement de la Banque publique d'investissement, qui est le moteur, la locomotive en matière de financement en France. Et donc, dorénavant, la Banque publique d'investissement devra avoir 40% de femmes dans ces comités d'investissement.
devra également rapporter de manière genrée les investissements réalisés par la Banque publique d'investissement et devra enfin financer uniquement des entreprises qui répondront aux obligations légales en matière d'égalité femmes-hommes. Donc oui, on agit, on bouge et on peut peut-être même encore aller plus loin, pourquoi pas, mais en tout cas, on a besoin effectivement de faire en sorte que les femmes puissent avoir également soit des sujets économiques à part entière comme les hommes dans le métier de la tech. Ah, super, c'est encourageant. Marie-Pierre Badré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du centre Hubertine Auclair, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. Vous avez également une riche expérience d'élu du terrain, particulièrement impliquée sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Pouvez-vous tout d'abord nous dire quelques mots sur ce parcours politique engagé depuis tant d'années et si inspirant? Je commence par souffler un peu parce que le parcours des femmes en politique, c'est le parcours du combattant. Moi, maintenant, moi, j'ai connu les grandes heures de la parité en politique et donc qui n'existaient pas. Et donc, ça, c'est vrai que c'était difficile de se faire une place et qu'on avait toujours de bonnes raisons. Les hommes trouvaient toujours de bonnes raisons pour dire pourquoi nous étions arrivés, mais qui n'étaient pas forcément liées à notre compétence. Et maintenant, les choses vont quand même mieux. Il y a quand même des progrès. Enfin, pour revenir au sujet qui nous concerne, moi j'ai quand même encore des soucis sur l'égalité filles-garçons par rapport à la tech, sachant que en première, 2,8% des filles choisissent les filières d'informatique. 2,8%. Que par ailleurs, c'est les femmes qui ont possédé l'outil informatique dans les années 70. Il ne faut pas oublier. Ça, je n'oublie pas et je le dis à chaque fois. Nous avons perdu l'outil informatique. Et j'ai entendu en tous les cas une réflexion de Francis Lelon tout à l'heure sur les causes. Sur une des causes, comment se fait-il que nous avons perdu cet outil? Et ça, il faut réfléchir. Il m'a donné une des raisons. Nous, en tous les cas, au centre, on est encore à la recherche des raisons pour lesquelles nous avons perdu l'informatique, parce que nous l'avons bien perdu. 70, c'était les femmes qui étaient à l'ordinateur. Et donc, voilà, il nous faut de nouveau se poser des questions sur pourquoi nous l'avons perdu et pourquoi nous avons les filières scientifiques. Franchement, depuis 30-40 ans, nous en parlions tout à l'heure, ne bougent pas beaucoup au niveau d'augmentation de la parité. Et justement, par rapport à ça, quelles sont les missions du centre Hubertine Auclair? Nous faisons de la formation aux professionnels, et spécialement et spécifiquement dans les collectivités locales et territoriales. Et donc, c'est évidemment la lutte contre les stéréotypes. C'est essentiellement, nous voyons bien que ce soit l'éducation nationale. Je disais tout à l'heure que l'égalité filles-garçons, à la fin du primaire, pour ce qui concerne les goûts, par rapport à certaines options, qui sont des options scientifiques, au primaire, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Oui. C'est après que ça se dégrade. Donc ça veut dire qu'on a un poids, effectivement, de la culture des stéréotypes qui est en place depuis tant d'années, que même dans le corps enseignant, quand on les interroge à la suite de la grande étude que j'ai faite, que nous avons organisée, ils sont marqués par les stéréotypes de genre. Et donc, forcément, quand il s'agit de faire des orientations, on a des difficultés. Donc moi, je suis absolument une inconditionnelle de la formation sur la suppression des stéréotypes de genre pour que les choses évoluent. Parce que quelles que soient les bonnes volontés et les choses qui sont en place et qui fonctionnent, elles fonctionnent partiellement. Si nous voulons vraiment changer de paradigme, alors il faut effectivement que chacun se penche sur la suppression et l'élimination de ces stéréotypes de genre qui en fait, nous privent de la moitié des choses que nous pourrions faire. En fait, les femmes représentent 52% de la population dans le monde. Absolument. Et dans la tech, vaut mieux éviter de regarder les pourcentages parce que, par exemple, quand la première année, je vous disais que la première année, il y a que 2,8 des femmes qui choisissent les filières nouvelles technologies. Après la première année, elles sont 66% les abandonnées. Vous voyez ce qui reste en deuxième en dessous. Donc il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Et nous avons tous besoin ici, de façon différente, à mettre les choses en commun pour nous battre contre ça.
Parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Absolument, et c'est ce que fait ressortir l'étude que vous avez menée dans les 5 lycées franciliens. Ouais. Voilà, donc qui s'appelle Les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques. Oui. Et à l'issue de cette étude, vous proposez 3 axes de recommandations justement pour améliorer toutes ces différences, cet abandon des filles dans les métiers des sciences dont vous venez de parler. Nous avons fait dans plusieurs lycées, mais nous avons fait de la seconde, première et terminale. Voilà. C'est-à-dire que nous avons suivi le parcours de la seconde à la terminale. Donc, il y avait non seulement les lycées, différents lycées, mais il y avait aussi le même parcours, enfin le parcours sur les mêmes élèves. Et quand il y a des élèves qui changeaient effectivement d'établissement, ce qui pouvait arriver, nous avons compensé par d'autres élèves. Donc on a toujours eu les mêmes nombres. Et voilà, on parlera des préconisations après, mais vous les connaissez toutes et vous les connaissez. Voilà, tout le monde les connaît. En tout cas, merci pour cette étude et je recommande à toutes les personnes ici présentes et qui nous entendent à la lire parce qu'elle est en effet très intéressante et assez alarmante quand même. On va se tourner vers Monsieur Francis Lelon, serial entrepreneur. Bonjour. Un homme courageux au milieu de toutes ces femmes. C'est pas du courage, c'est plutôt un plaisir. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre Allegria Group ? Oui, alors nous, on est dans un domaine d'activité qui parle effectivement beaucoup aux femmes, puisque notre métier, c'est le sujet du no-code. Donc on est effectivement dans le métier de la tech. Je rappelle juste que dans la tech, parmi les 10 métiers les plus en tension en France, il y en a 7 dans la tech. Donc, et effectivement, s'ils sont autant en tension, c'est peut-être aussi parce qu'on s'est privé quasiment de la moitié de la population pour travailler dans ces métiers, puisque je rappelle que sur le métier de développeur, il n'y a que 0,3% de la population mondiale qui s'est codée, et que dans ces 0,3%, il n'y a que 15% de femmes. Donc, c'est absolument catastrophique. Donc, nous, on fait du no-code. No-code, c'est un ensemble de technologies qui permettent à tout à chacun aujourd'hui, sans avoir à apprendre à coder, à produire des applications digitales. C'est une énorme révolution, c'est un nouveau niveau d'abstraction, sans doute avant l'intelligence artificielle qui arrivera dans 15-20 ans, qui va permettre de devenir acteur de sa vie digitale, de pouvoir créer ses propres applications sans avoir à passer par des développeurs. Donc ça a touché d'abord beaucoup les startups, puisque aujourd'hui il y a énormément de startups qui démarrent avec ces technologies-là, puisque la pénurie de développeurs elle touche tout le monde, et quand on a une idée géniale et qu'on veut la partager au monde, jusque maintenant il fallait trouver un dev pour le faire, et malheureusement il y a plein d'idées géniales qui ne sont jamais sorties parce qu'on n'a jamais réussi à convaincre un développeur de son projet. Maintenant, on peut s'autonomiser grâce à ces technologies-là. Et donc, on a lancé la première école des métiers du no-code, qui s'appelle l'Allegria Academy, qui a 1 an maintenant. On a formé une centaine d'étudiants cette année et on a eu plus de 10 000 candidats. Et on est ravis d'avoir eu dans ces 10 000 candidats un peu plus de 35% de femmes déjà, ce qui n'est pas suffisant, parce que nous, on veut faire absolument 50% dans cette école. Super, mais rappelons quand même que vous avez, si je ne me trompe pas, avec vous une femme qui est associée, cofondatrice, Christelle Curcio. Exactement, tout à fait. Et comment, vous de votre côté, quels sont les freins, les problématiques que vous rencontrez ? Il me semble que vous avez mis en place au sein d'Allegria, l'Allegria Academy. Oui, c'est ça, oui. Vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, alors moi déjà en tant qu'entrepreneur, Allegria c'est ma 15e boîte, et c'est sûr qu'aujourd'hui, si j'ai bien appris quelque chose, c'est que plus jamais de ma vie je monterai une boîte sans avoir une femme associée, parce que c'est comme courir un marathon sur une jambe, c'est absolument indispensable, et on est ravis d'avoir Christelle avec Thomas et moi pour avoir créé cette société. Christelle a un parcours assez incroyable. Elle a fait son premier site web à l'âge de 11 ans. Elle est dans le classement Forbes des 40 femmes de l'année. Il y en a un. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment essentiel. Et on ne les a pas comme modèle. Et ce serait bien de l'avoir comme modèle, de l'avoir à la télévision, sur les chaînes publiques, pas dans des chaînes confidentielles. Nous avons besoin de ces modèles. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et je pense que il y a 2 sujets. Il y a effectivement faire en sorte que la société donne envie de partager ces exemples-là, mais il faut aussi que ces femmes-là aient envie, elles, d'aller sur le devant de la scène pour en parler. Je crois que ça, c'est quelque chose qui change aussi. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment autour de ça. En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire à notre niveau chez Allegria, c'est vraiment d'agir le plus en amont possible pour permettre aux femmes de rejoindre les métiers de la tech. Les femmes vont sans doute être celles qui vont être aussi le plus touchées par ces métiers qui vont disparaître dans les 10 à 15 prochaines années. Et aujourd'hui, on a énormément de gens qui n'imaginent même pas pouvoir faire carrière dans la tech parce qu'ils pensent que cette barrière du code, finalement, va les empêcher de pouvoir atteindre ces métiers-là. Or, aujourd'hui, la tech, elle est dans tous les métiers. Il y a de la tech dans le marketing, il y a de la tech dans la logistique, il y a de la tech dans la vente. Et donc, cette capacité à progresser dans les compétences grâce au no-code, elle est
elle est fondamentale. Et donc, nous, on n'a pas voulu faire de la discrimination positive. On a voulu, en revanche, réserver dans notre école 50% de places aux femmes. Donc, si on n'arrive pas à trouver la moitié de la promo, ces places, elles restent vacantes, c'est pas grave. Mais en tout cas, on se bat pour, on fait le maximum pour y arriver. Et on espère, sur 2023, atteindre les 50%. On s'en rapproche de mois en mois parce que le métier du no-code, c'est des métiers qui sont beaucoup plus attractifs que celui du code. En termes de valeur, c'est très différent. En termes d'accessibilité également, les salaires sont tout à fait équivalents à ceux du code. Donc, ça ouvre énormément de perspectives. Très bien. Donc, autour de la table, si je comprends bien, on est toutes les personnes très engagées, très impliquées sur ce sujet. Et alors, du coup, ensemble, comment on peut faire évoluer les choses? Personnellement, je suis persuadée qu'il peut y exister des synergies formidables entre vous trois. Donc, c'est clair. Sur Smart Action, on passe à l'action. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes entrepreneur, vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas une proposition, une recommandation à nous soumettre aujourd'hui? Et puis, on voit comment nous, on peut peut-être éventuellement l'implémenter. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on l'a exprimé très rapidement tout à l'heure déjà sur ce plateau. Je pense que le sujet des rôles modèles est clé. Il faut absolument expliquer qu'on peut être une entrepreneuse dans la tech et pas faire de compromis sur sa vie de famille, qu'on peut avoir eu un parcours académique qui n'est pas forcément celui de Polytechnique et en même temps réussir à se lancer et à faire un certain nombre de choses. Donc ça me paraît absolument clé et je crois qu'on a beaucoup de retard aujourd'hui dans l'éducation nationale, aussi bien d'ailleurs sur le sujet de la manière d'enseigner le code par rapport à justement ces nouvelles technologies. Moi, j'ai tendance à dire que la manière dont on enseigne le code dans les écoles, c'est un peu comme les choux de Bruxelles à la cantine, ça a plutôt tendance à nous dégoûter qu'autre chose. Alors qu'en fait, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui se passionnent pour ces sujets-là, parce que c'est les métiers d'avenir. Donc il faut très tôt, et sans doute dès le collège, faire en sorte d'y aller, de se présenter, d'aller chercher les femmes aujourd'hui présentes dans ces métiers, qu'elles puissent aller parler aux jeunes, qu'elles puissent faire en sorte qu'il y ait un autre discours, parce que je crains que malheureusement aujourd'hui, dans l'éducation nationale encore en particulier, ces stéréotypes dont tu parlais tout à l'heure, ils sont encore très très forts. Donc aidons le corps enseignant, fournissons-leur des personnalités pour aller parler aux jeunes. Cette découverte des possibles, elle se fait à cet âge-là, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument le faire. Donc c'est au collège, en 5e, qu'il faut y aller, qu'il faut se présenter. Et je suis certain qu'aujourd'hui, tous les collectifs, nous on est membres de Sista aussi, mais il y en a plein d'autres, ils sont là justement pour faire en sorte que ça bouge. Et je pense que ça peut bouger, c'est le moment de le faire. Donc, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il vient de dire? Non, évidemment, je partage totalement. Dire également, moi je crois que les métiers de la tech, les métiers du code ont cette image d'un métier passion, ce dont vous venez de parler. Et je crois qu'il faudrait peut-être déconstruire aussi cette image. On peut aussi être quelqu'un, une femme, totalement impliquée dans sa vie professionnelle, très compétente, sans forcément, pardon, de cette image, mettre une geek en train de coder du matin au soir dans une pièce sombre. Et on peut aussi être soi-même, développer cette compétence, la mettre au service d'une cause ou d'une démarche qui nous dépasse. Ça peut être la santé, ça peut être l'industrie, enfin que sais-je. Mais se dire que cette compétence-là, on la met en fait au service d'une problématique plus générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il me semble également... je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais ça me semble important. Il y a effectivement la question de l'attractivité de ces métiers, de ces formations. Et il y a aussi, il faut bien le dire, ce que l'on appelle les tuyaux fuyants. On a des jeunes femmes qui sont dans des établissements de formation de code ou de no-code ou technique, mais qui en partent, voire même qui vont dans des entreprises et qui en partent. Pourquoi? Parce que vous le savez, Marie-Pierre... Nous avons noté, examiné ce terme-là dans l'enquête. C'est vraiment les tuyaux fuyants. Vous le dites vous-même. Ouais. Le sexisme, en fait, s'installe à partir du moment où il y a 30%, moins de 30% de femmes. Et donc, nécessairement, il faut que dans les établissements, dans les structures, les organisations, quelles qu'elles soient, lorsqu'il y a moins de 30% de femmes, il faut être particulièrement vigilant à toute manifestation de sexisme.
voire parfois malheureusement de violences sexistes, de manière à faire en sorte que ces femmes se sentent à l'aise, légitimes et accueillies dans ces secteurs, de manière à ce qu'elles y restent, à ce qu'elles y évoluent. Et en effet, qu'elles répondent à la fois aux besoins du marché, mais également aux besoins, il faut bien le dire, que nous préparons en effet en matière d'intelligence artificielle. Songeons qu'on ne va pas construire la santé de 2040 sans même que les femmes, d'ailleurs qui composent 70% des études de médecine, sans les femmes. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons raisonnables, vigilants sur certains points. Et il me semble en effet que, à la fois cet aspect de l'image même du métier du code et de la tech, et d'autre part, eh bien, le fait de permettre aux femmes de se sentir à l'aise dans un secteur me semble en effet crucial. Et le dernier point, et là, je dirais la balle est dans le camp à la fois, notamment des financeurs, c'est... Pardon, mais trop simple de dire on aimerait bien financer des femmes, mais on n'en trouve pas. Moi, je rencontre absolument quotidiennement des femmes qui me disent qu'elles cherchent des financements avec des projets absolument formidables et qui ne trouvent pas de financement parce qu'on leur pose des questions extrêmement stéréotypées, encore une fois. Donc, je crois que si on arrivait à agir sur ces 3 points, déjà, dans un premier temps, eh bien, on permettrait déjà à la situation probablement un petit peu d'évoluer. D'évoluer, on est d'accord. Et vous, très justement, ça peut faire... c'est un long débat sur les financements des femmes et je vous rejoins là-dessus. Sauf que sur Smart Action, on doit ressortir avec une recommandation et je vois qu'on en déborde et on en a plein. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on s'engage sur ce que vient de nous présenter Francis en disant, bon, bah, dès, par exemple, en 5e, mettre en avant, faire une intervention ça peut être lors d'un forum, par exemple, une fois dans l'année, et mettre en avant des rôles féminins, modèles, qui exercent dans les métiers, les secteurs masculins. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Est-ce qu'on s'engage là-dessus? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut se dire que on se donne 1 à 2 mois maximum pour lancer? Avec plaisir. L'Essonne vous accueille et les collèges essonniens sont à votre disposition. Tout à fait. Super. Ce que je propose, c'est que je refasse ce point avant ma prochaine émission de ce que ça a donné dans la collaboration entre vous 3. Et on espère en tout cas pouvoir faire avancer les choses. Merci beaucoup Marie-Pierre Rixain pour votre présence aujourd'hui. Marie-Pierre Badré, Madame la Présidente aussi. Et évidemment Francis Delon. Merci à vous 3. C'était Ariba Rehman dans Smart Action, l'émission de ceux qui font bouger les lignes.